Bonsoir à toutes et à tous. Et en tant que président de la Maison de l'Europe de Paris, je suis d'abord ravi d'ouvrir ce grand débat européen des présidentielles 2022 qui a été co-organisé depuis de longues semaines à l'initiative du Mouvement européen France et de 13 associations et think tanks européens qui ont tous souhaité, en prélude au scrutin des 10 et 24 avril prochains, approfondir les différentes options mises sur la table et recueillir les positions des différents candidats et candidates sur l'Europe des 5 années à venir. Je souhaite donc la bienvenue à leurs 5 représentantes. J'ai dit représentantes parce que ce soir, nous aurons un panel exclusivement féminin. Ça change parfois, chère Véronique Auger, des plateaux télé et autres où il y a une majorité d'hommes, voire exclusivement des hommes. Ce soir, nous avons la chance d'avoir un panel extrêmement différent. Vous représentez toutes, mesdames, différents groupes politiques français aussi représentés au Parlement européen. C'est aussi un critère que nous avons souhaité retenir avec les différentes associations organisatrices. En plus, bien sûr, que de retenir les candidats et candidates qui avaient dépassé le seuil des 500 signatures. Un dernier mot pour vous dire à quel point la Maison de l'Europe de Paris est heureuse que ce débat ait lieu ici, ce soir, car notre mission permanente tout au long de l'année, et pas seulement en période électorale, est de décrypter et de confronter les points de vue sur les grands enjeux européens et les défis majeurs que doit relever notre continent. Enfin, un remerciement spécial pour Véronique Auger, qui est une journaliste connue et reconnue s'il en est sur les sujets européens, mais qui préside aussi, c'est moins connu, une association qui s'appelle Citoyenne pour l'Europe et qui donc interviendra ce soir pour animer cette soirée exceptionnelle et à laquelle j'ai le plaisir de passer désormais le relais. Bon courage et bon débat, mesdames, pour cet échange qui est attendu par toutes et tous. Merci encore. Mesdames, bonsoir. Effectivement, c'est assez rare que j'anime un débat où il n'y a que des femmes. Merci beaucoup. Juste d'abord, en introduction, je vais vous dire quelles sont les règles du débat. Nous allons débattre pendant 2 heures sur 3 thèmes, ce qui veut dire que ça ne fait que 6 minutes par personne sur chacun des thèmes. Jérôme Quéré, qui est le délégué général du mouvement européen, sera le maître des horloges et nous dira exactement si l'égalité en matière de temps de parole est respectée. Et au bout d'un certain temps, évidemment, nous ferons le point avec lui. Voilà. Alors, comme le disait Michel, sont invités les représentants des candidats au présidentiel dont le parti a un groupe est dans un groupe au Parlement européen. Il ne manque que le Rassemblement national que nous avions invité, mais malgré nos relances, qui n'a pas daigné présenter quelqu'un pour intervenir ce soir. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Alors, l'Europe, c'est un peu comme le foot, hein. Tout le monde est expert. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Mais ce soir, nous avons vraiment des experts, ou plutôt des expertes. Je vais vous les présenter. D'abord, Leïla Chabi, qui est députée européenne La France Insoumise. La France Insoumise, qui est donc dans le groupe de la gauche au Parlement européen. Sylvie Guillaume, je précise que je suis toujours par ordre alphabétique dans un sens ou dans un autre, hein, pour éviter les préférences. Sylvie Guillaume, qui est députée européenne également, Parti socialiste, qui est donc dans le groupe des sociodémocrates au Parlement européen. Valérie Ayé, en face de moi, qui est députée européenne En Marche, dans le groupe Renew. Constance Legris, qui, elle, est députée à l'Assemblée nationale, LR, mais vous étiez également députée européenne et donc dans le groupe PPE. Et enfin, Mélanie Vogel, qui n'est pas députée européenne, mais qui est sénatrice Europe Écologie qui est dans le groupe des Verts au Parlement européen. Mais vous êtes une experte aussi des affaires européennes parce que j'ai remarqué que vous aviez fait le Collège de Bruges. Je pense qu'il n'y a pas vraiment plus haut en matière d'affaires européennes et d'études en affaires. C'est il y a longtemps, enfin bon, je pense que vous avez suivi. Voilà, alors nous allons commencer le premier débat avec donc toujours par ordre alphabétique, et là nous allons commencer par l'ordre classique, hein, par Leïla Chabi, donc La France Insoumise. Et le premier débat porte sur l'Europe face au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors nous sommes le 25 avril, on peut imaginer, pourquoi pas, on va l'imaginer
pour chacune d'entre vous, que votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, devient président de la République française. Et il se trouve que de fait, il devient président du Conseil de l'Union européenne. Alors ma première question, c'est qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis du conflit Ukraine-Russie? Est-ce qu'il arrive devant ses pairs à Bruxelles et il dit oui, alors les sanctions c'est fini, la livraison d'armes ou le financement de livraison d'armes c'est fini? Qu'est-ce qu'il fait? Ou alors il se met dans les pas de Emmanuel Macron et de ce qui a été fait jusqu'à présent? Eh bien merci. D'abord un grand merci pour cette invitation et pour l'organisation du débat d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez peu habituel d'avoir un plateau exclusivement féminin et une animatrice féminine, et c'est un plaisir d'être ici. Alors j'ai lu avec attention les 30 propositions du mouvement européen, et puis figurez-vous qu'il y a beaucoup de choses concordantes avec le programme de la France Insoumise dans vos propositions. Alors effectivement ce qu'on espère, si dans quelques semaines Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, comme vous venez de le dire, donc il prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et non pas, ce qu'on entend, on entend beaucoup dans les médias parler de la présidence de l'Union européenne. Je veux dire ici que non, il s'agit bien de la présidence du Conseil de l'Union. On est tous experts. De l'Union européenne. Voilà, vous êtes tous experts, donc il n'y a pas besoin de le préciser. Donc alors d'abord, un constat sur la guerre en Ukraine. Malheureusement, on pensait que sur notre sol européen, on n'aurait plus à avoir de guerre. On pensait que c'était quelque chose qui devait relever des archives du XXe siècle. Et malheureusement, la guerre est arrivée. Je veux redire ici que le seul responsable de cette guerre, c'est bien Vladimir Poutine. C'est bien Vladimir Poutine qui a franchi la ligne rouge, d'abord, en agressant, en intervenant militairement sur le territoire ukrainien et donc en violant les frontières. Il a mis en péril pas uniquement la vie des Ukrainiens et des Ukrainiennes, mais également la sécurité au niveau mondial. Et c'est aujourd'hui le risque d'une guerre et d'un conflit mondial généralisé qui nous pend au nez. Je veux rappeler ici que... Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que d'abord, il y a des choses à faire sur le court terme, des choses à faire sur le moyen terme. D'abord, il y a une question d'urgence humanitaire. Donc il s'agit d'accueillir les réfugiés ukrainiens. Alors on va y revenir dans une deuxième partie. Mais sur la question que je sais que c'est l'objet... les livraisons d'armes, c'est ce qui est... Alors déjà, de manière générale, puisque vous disiez que, à juste titre, que Jean-Luc Mélenchon aurait la présidence du Conseil de l'Union européenne, il y a un objectif qu'il faut avoir en tête, c'est la désescalade militaire. C'est-à-dire que la solution doit être diplomatique. L'objectif recherché, si on commence dans l'escalade militaire, on sait qu'en face, on a une puissance qui a l'arme nucléaire et on ne veut pas en arriver à un conflit nucléaire. Personne. Donc la solution, elle est diplomatique, c'est long, c'est fastidieux, mais vous avez vu comme moi les dernières évolutions à ce titre sur notamment l'idée d'avoir un statut neutre pour Vous êtes favorable l'Ukraine. Je pense que là, on est sur la voie d'une porte de sortie qui soit une porte de sortie diplomatique. Ça doit être l'objectif. Maintenant, sur la question des sanctions, comme vous l'évoquiez, effectivement, les sanctions, elles sont importantes parce que c'est un levier dans le rapport de force. L'objectif de ces sanctions, ça doit être de faire revenir Vladimir Poutine à la table des négociations et de faire en sorte qu'il arrête. En fait, on touche au portefeuille avec les sanctions économiques. C'est un moyen de le stopper. Ces sanctions, elles doivent toucher Vladimir Poutine, mais elles doivent toucher avant tout également les oligarques, celles et ceux parmi l'oligarchie russe qui permettent à Vladimir Poutine d'avoir le pouvoir. C'est déjà le cas, mais on pourrait aller un peu plus loin. Et vous savez d'ailleurs, pour faire un lien avec les enjeux européens, c'est qu'on pourrait aller plus loin quand on sait que souvent les oligarques, ils ont leur argent dans des paradis fiscaux, internes à l'Union européenne ou externes à l'Union européenne. Quelque chose que nous, on porte depuis un certain temps, c'est la transparence, justement, l'exigence de transparence sur tout l'argent qui circule, qui va dans les paradis fiscaux. Et ça, c'est important, ça permettrait de toucher de manière efficace les oligarques russes. Attention, cependant, quand même une alerte sur les sanctions. Les sanctions, c'est important qu'elles touchent la tête de l'État et non pas, attention, la population russe. D'ailleurs, population russe, je salue les Russes qui sont descendus par milliers dans les rues, s'opposer à la guerre, dire non à la guerre
Et je pense que ce serait contre-productif de faire peser sur cette population russe des sanctions qui auraient pour conséquence de légitimer en quelque sorte les conflits et en gros de les monter contre l'Union européenne. Alors le président Zelensky, président de l'Ukraine, demande l'intégration quasiment immédiate de l'Ukraine dans l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je pense pas que ce soit une bonne solution, mais d'ailleurs c'est également, j'ai entendu la position du président Macron. Je crois que personne, alors dans l'absolu, voilà. Vous êtes contre l'intégration ou contre l'intégration immédiate ? Contre l'intégration immédiate. Donc vous êtes favorable à l'intégration ? D'abord pour vous répondre sur le premier point, pourquoi être contre l'intégration immédiate de l'Ukraine dans l'Union européenne ? Parce que ça ferait que mettre de l'huile sur le feu en fait. Personne, je crois que, on verra les réponses des unes et des autres, mais je crois que dans la situation actuelle, intégrée par une procédure accélérée en plus, parce qu'on sait que de toute façon c'est une procédure qui est longue, l'intégration d'un pays au sein de l'Union européenne. Donc ce serait une mauvaise idée, ça mettrait de l'huile sur le feu et ça ne contribuerait pas à la désescalade militaire. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de votre question sur à terme, notre position c'est de dire que avant toute intégration d'un État à l'Union européenne, il faut faire l'harmonisation sociale et fiscale au sein de l'Union européenne. Parce qu'il ne faut pas que l'intégration d'un pays renforce le dumping social et l'inégalité entre les travailleurs au sein de l'Union européenne. Alors là, il reste 30 secondes avant qu'on atteigne les 6 minutes. Je voudrais vous demander, l'Europe de la défense, oui, non, est-ce qu'il faut la construire ? Alors l'Europe de la défense telle qu'elle est proposée actuellement, non, parce que c'est toujours en lien avec. En fait, on ne pense pas à la contradiction qu'il peut y avoir entre autonomie stratégique et l'OTAN. Et quand on voit qu'un des principes de l'Europe de la défense, c'est toujours l'interopérabilité, on a l'impression que la façon dont elle est construite, c'est plus un débouché. Pour l'industrie militaire états-unienne, en fait, que véritablement en faire quelque chose qui permette l'autonomie stratégique et qui fasse en sorte que on revienne pas au camp de la guerre froide, mais que on soit vraiment dans un espace multipolaire avec une Europe forte. Vous êtes formidable, 6 minutes. Incroyable. Bravo, bravo. Il va falloir faire aussi bien, mesdames. C'est court, c'est court. Pour nous, c'est énorme. Sylvie Guillaume, je vais vous poser les mêmes questions. Alors, le 25 avril, imaginons Anne Hidalgo, et vous avez l'air d'en douter ? C'est pas tout à fait certain encore. Bon, imaginons Anne Hidalgo elle devient présidente de la République française, elle devient également présidente du Conseil de l'Europe. Du Conseil européen. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on se met dans les pas d'Emmanuel Macron et de ce qui se fait jusqu'à présent en Europe ou pas ? En partie, mais là où elle n'aurait probablement pas pris ces mêmes pas, c'est qu'elle aurait choisi de ne pas faire coïncider une présidentielle française et la présidence du Conseil, justement. Je pense que c'était une mauvaise option. On pouvait contourner cela. Alors, ça, c'est évidemment pas à surdéterminer, mais je pense quand même que ça joue un rôle dans d'abord la campagne qui se mène ici pour des présidentielles, qui est un peu hachée, en tout cas n'est pas exactement celle qu'on pouvait attendre pour une présidentielle française, et qui a certainement un impact dans la disponibilité et l'entraînement du président Macron vis-à-vis de ses collègues dans le cadre de la présidence du Conseil. Donc ça aurait été une différence. Après, sur le reste, je pense que l'aspect diplomatique est absolument fondamental. Moi, je vais me poser dans une hypothèse très optimiste. C'est-à-dire que le temps que vous nous indiquez, le 25 avril, aura été celui qui nous a séparés de ces discussions qui sont en train de se mener en ce moment sous l'égide de la Turquie, mais peut-être qu'il y aura aussi d'autres initiatives et qui auront abouti à un cessez-le-feu. Premier objectif, c'est un cessez-le-feu, absolument indispensable. Et donc, derrière, si je suis très optimiste, ce cessez-le-feu existe et on se situe dans la perspective après, de reconstruction, évidemment. Donc on se posera peut-être à un moment donné la question des fonds qui sont nécessaires pour la reconstruction en Ukraine. Et puis on essaye d'obtenir un effet cliquet. Parce que à l'occasion de cette crise, et pour toi qui arrive en 2019 au Parlement européen, en 3 ans, on aura eu le Brexit, une pandémie mondiale et une guerre. Et donc à tous ces moments-là, l'Europe a avancé, a progressé, a pris des décisions extrêmement importantes. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un effet cliquet, c'est-à-dire que toutes les avancées qui ont eu lieu, y compris à l'occasion de ce conflit, puissent être consolidées dans différents domaines que je peux citer si vous y rebondissez.
Alors moi, j'aimerais quand même que vous répondiez à la question sur l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Zelensky la demande ardemment. Oui. Est-ce que vous êtes favorable à cette intégration à terme ou comme il le demande tout de suite? Oui, non, tout de suite, je pense que c'est vraiment pas possible, ne serait-ce que parce que la perspective est équivalente dans d'autres États, notamment aux Balkans occidentaux, et que si on fait un espèce de coupe-fil de cette manière-là, je pense que ça serait assez mal perçu par les pays concernés, dans les Balkans occidentaux, et par les populations qui vont avec. Mais je rebondirai. Et par la Turquie aussi, peut-être. Et par la Turquie aussi, mais qui est dans une situation un peu différente de cet autre groupe de pays. Donc moi, je milite effectivement pour que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne, qu'elle suive son processus, qu'elle règle un certain nombre de difficultés qui étaient préexistantes à ce conflit et qui, j'espère, seront résolues, notamment en matière de corruption, etc. Donc ça sera quand même important à régler. Mais je pense que la perspective de l'Ukraine est effectivement dans l'Union européenne. Et j'ajoute que si ça pouvait également nous servir un peu de boussole pour que le processus d'adhésion, sans être bâclé, soit aussi amélioré. Parce que je pense que le temps qui est passé effectivement à ouvrir et à boucler ces chapitres, et je le redis, sans qu'on bâcle les choses et sans qu'on se débarrasse de ces différents chapitres à aucun prix, je pense que pendant ce temps-là, l'opinion des populations, l'adhésion qu'elles portent à l'Union européenne s'effrite un peu et la confiance s'effrite. Donc j'aimerais que ça nous serve aussi de cliquet, d'effet cliquet pour les adhésions et pour le futur. Certains qui réfléchissent à justement ces adhésions qui sont trop, ces périodes d'adhésion qui sont trop longues, imaginent qu'on pourrait faire des cercles, c'est-à-dire que par exemple un sommet européen aurait le premier jour serait avec les États membres déjà là, et puis le deuxième jour on accueillerait les candidats aux États membres. Il y aurait des cercles, 2 cercles. Éventuellement, est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Oui, j'adhère pas trop à cette idée. Je pense que ça peut être utile de faire des coopérations renforcées sur un certain nombre de sujets. D'ailleurs, on aurait pu trouver des solutions à cet égard sur plein de sujets. Mais je trouve que cette différenciation est un peu compliquée à mener. Et je pense que l'adhésion en soi est importante et doit être un objectif pour ces pays. Alors, sur l'Europe de la défense, est-ce que vous avez le sentiment que le conflit aide à faire avancer l'idée de façon très concrète? On peut s'interroger quand même quand on voit que, par exemple, les Allemands, qui augmentent considérablement le budget de leur défense, quand ils ont besoin d'acheter des avions, c'est pas aux Français qui l'achètent, mais c'est aux Américains. En effet, mais ce sont 2 choses différentes. L'Allemagne était depuis toutes ces dernières années dans une position où elle ne voulait absolument pas entrer dans ce débat. Et donc, ce qui a lieu avec la coalition au pouvoir, c'est un changement déjà assez fondamental dans la position de l'Allemagne vis-à-vis de la défense et donc de son engagement dans la construction d'une défense commune. S'il y a aussi un effet important dans ce conflit, c'est que la boussole stratégique, qui est en discussion, je crois, depuis une bonne dizaine d'années, si je ne me trompe pas, a subi, elle aussi, une singulière accélération, boussole stratégique qui recouvre effectivement toutes les questions de défense, mais de collaboration et de coopération. Et donc, si cette boussole qui va être discutée maintenant au plan du Parlement européen et qui va continuer d'être améliorée... Mais elle n'est pas obsolète maintenant? Ah non, elle n'est pas obsolète parce que du coup, si j'ai bien lu un certain nombre de choses, même si je ne suis pas dans ce type de commission, cette boussole stratégique a doublé de volume, a pris énormément de références avec ce qui se passe avec le positionnement vis-à-vis de la Russie, et donc à la fois préciser et améliorer ses objectifs. Ça reste à l'état de discussion. D'ailleurs, ça m'amène à une autre remarque, c'est que beaucoup de décisions sont prises en ce moment au plan européen, comme au plan national d'ailleurs. Et moi, j'attache beaucoup d'importance au fait que la démocratie continue de s'exprimer sur ce sujet. Donc, les représentants de la démocratie doivent être interrogés sur les décisions qui ont lieu. Cette question de la boussole stratégique n'est pas réglée parce que les représentants, les présidents, les chefs d'État et de gouvernement en ont décidé ainsi dans le Conseil. Et la Commission n'est pas non plus maître de toutes les décisions. La représentation démocratique doit faire son œuvre et nous devons être interrogés sur certains sujets. Alors, il reste 40 secondes. Tous les pays comme la France, l'Allemagne, etc. veulent augmenter leur budget défense. Est-ce que Anne Hidalgo veut augmenter son budget défense? Et si oui, à l'intérieur d'une Europe de la défense? Oui, tout à fait. Je peux faire plus court que 40 secondes puisque c'est effectivement le cas. Et du coup, je profite de ces 30 secondes pour ajouter un autre élément, c'est que parmi les sanctions, on a parlé de beaucoup de choses,
Et j'ajoute qu'il y a un élément à avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas lâcher Vladimir Poutine après ce qu'il a fait à l'occasion de cette guerre. Et moi, je plaide pour qu'on continue le recours à une Cour pénale internationale s'agissant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qu'il a développés. Bravo, vous aussi, vous respectez votre temps. Merci beaucoup, Sylvie Guillaume. Valérie Hayet, je ne vais pas vous poser la question de la même façon, évidemment, puisque votre candidat est déjà président. Mais s'il redevient président le 25 avril, est-ce qu'il va continuer cette diplomatie du en même temps, c'est-à-dire en même temps on fait des sanctions contre la Russie et en même temps on lui parle? Est-ce que c'est efficace quand on voit que finalement c'est plutôt la Turquie, par exemple, qui est en je dirais, au cœur de la négociation. Bonsoir. Et pas l'Europe. Bonsoir, ravi d'être avec vous. La voie diplomatique, il faut toujours la privilégier. Ça a été le choix du président de la République depuis le début avec la Russie. Et c'est sans conteste ce qui permettra à terme aussi de régler ce conflit. Je crois que ces deux jambes, la diplomatie, et par ailleurs, vous citiez la Turquie, mais je crois que toutes les initiatives en faveur d'une résolution du conflit sont à prendre. Ces deux jambes, avec la diplomatie et puis la fermeté, la solidarité, les sanctions, cette unité des Européens est absolument nécessaire. Si on prend un peu de recul, le début de la guerre, l'invasion ou le déclenchement de la guerre date du 24 février, ça fait un mois. On a eu en quelques jours une mue, je crois, géopolitique de cette Union européenne qui s'est transformée, qui a pu prendre des décisions. C'est 27 chefs d'État et de gouvernement qui ont su prendre des décisions, des sanctions fortes, en solidarité et en unité. Et je crois que cette unité des États membres, elle était absolument fondamentale. On a des sanctions contre les oligarques russes, contre les dirigeants russes. On a cette volonté d'assécher finalement les modalités et les moyens de financer cette guerre. L'interdiction du survol par les avions russes de l'espace aérien européen. L'interdiction des chaînes de propagande Russia Today, Sputnik. La mise en œuvre de cette facilité européenne pour la paix qui était inimaginable il y a encore quelques semaines. Et on a cette initiative avec ces livraisons d'armes en commun à hauteur de 1 milliard d'euros désormais. Là encore, c'est... Oui, vous parlez d'unanimité, mais enfin on voit quand même que la Hongrie n'est pas si unanime que ça. Elle interdit justement ces livraisons d'armes et du reste par l'intermédiaire de son territoire. On peut imaginer qu'à un moment, la Hongrie se désolidarise. Est-ce que vous seriez à terme favorable à l'idée de, peut-être à travers une convention après la conférence de l'avenir, est-ce que Emmanuel Macron serait favorable à l'idée de supprimer le droit de veto sur certains sujets, notamment la politique étrangère? Je crois que très clairement, il faut qu'on avance sur cette question-là. On a eu, sur la politique étrangère, sur des questions budgétaires et fiscales, des vétos, des chantages aussi mis en œuvre. Alors là, on parle de Orban et de ses accointances avec Poutine, il faut le dire. On a eu dans d'autres circonstances la Pologne aussi qui a menacé de mettre des vétos. Et ces deux États, alors la Pologne évidemment dans une relation totalement différente avec la Russie évidemment. J'en profite pour faire un point sur la question du respect de l'état de droit en Europe. Typiquement sur cette question-là, eh bien, pour assurer le respect de l'état de droit en Europe, pour mettre en place le mécanisme de protection du budget européen et de l'état de droit en Europe, on a ces deux États, la Hongrie et la Pologne, qui se protègent entre guillemets pour ne pas être sanctionnés dans le cadre du droit européen. Donc oui, je crois qu'il faut revenir sur la question de l'unanimité en matière de politique étrangère et aussi en matière budgétaire et fiscale pour être plus efficace à 27. Et vous pensez qu'une convention, justement, pour modifier ces règles-là serait possible, en tout cas pourrait être portée par le président éventuel qui serait M. Macron? On le dit depuis le début dans le cadre de cette conférence pour l'avenir de l'Europe, qui est un grand temps de débat démocratique, de manière à ce que les citoyens fassent remonter leurs doléances et leurs souhaits en termes d'évolution, de réforme au niveau européen. Ni tabou, ni totem. S'il faut qu'on avance avec une réforme des traités, je pense qu'il faut l'envisager très sérieusement. Les conclusions de la conférence de l'avenir de l'Europe auront lieu le 9 mai, donc on se donne rendez-vous le 9 mai, évidemment.
Alors, même question qu'à aux deux autres intervenantes. Zelensky demande ardemment à être intégré dans l'Union européenne. On a entendu M. Macron dire oui, oui, oui. Et puis derrière, on entend d'autres qui disent oui, 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 mais pas tout de suite, parce que alors là, est-ce que finalement, on ne berce pas les Ukrainiens avec un idéal d'intégration à l'intérieur de l'Union européenne, mais qu'on pourra faire lanterner même à la limite comme les Turcs, parce qu'ils sont quand même loin d'atteindre le niveau européen sur un certain nombre de sujets. Il faut donner des perspectives d'adhésion au peuple ukrainien et au président Zelensky, c'est évident, ils se battent pour nos valeurs. Mais très clairement, il ne s'agit pas qu'ils intègrent l'Union européenne demain matin. Au Parlement européen, on a adopté une résolution il y a quelques semaines en demandant, en signalant qu'on était favorable, la majorité au Parlement européen est favorable à donner le statut de candidat à l'adhésion. Alors quand on est candidat à l'adhésion, c'est déjà une étape supplémentaire et ça permet de créer des accords d'association notamment pour accompagner davantage d'un point de vue économique, en l'occurrence l'Ukraine. Je crois qu'il y a deux conditions pour que, à terme, l'Ukraine intègre l'Union européenne. D'abord, comme tu l'as dit, Sylvie, avancer sur la question de la lutte contre la corruption. Il faut du temps aussi pour intégrer le droit communautaire. Il faut du temps aussi pour arriver à la convergence économique. Donc ça, c'est la condition sine qua non. Et la deuxième condition sine qua non, qui a autant de valeur selon moi, c'est qu'on réforme nos institutions. On voit bien qu'à 27, ça fonctionne mal, ça dysfonctionne. Et donc, avant tout élargissement... réformer les institutions, vous ne parlez pas de l'Ukraine, vous parlez de l'Union européenne. Oui, chez nous, pardonnez-moi. Au sein de l'Union européenne, avant tout élargissement, il faut qu'on approfondisse, il faut qu'on soit sûr qu'à 27, ça peut durer longtemps, non ? On a vu dans ces dernières années à quel point on avait fait des avancées très importantes. La crise nous a aidés, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine nous ont aussi aidés à avancer. Alors c'est tragique, c'est sans doute regrettable qu'on avance dans les crises, mais c'est à la réalité. Et moi, je veux croire aussi dans les conclusions de la conférence pour l'avenir de l'Europe, évidemment. Dernier point, c'est l'Europe de la défense. Est-ce que vous avez le sentiment que d'une certaine façon, l'Allemagne nous a lâchés dans cette histoire-là ? On essaye de faire ce fameux avion en commun, ce char en commun, etc. Et on voit que ça ne marche pas. Ça fait 5 ans que Emmanuel Macron essaye de le faire. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à aboutir dans les années qui viennent ? Je voudrais quand même dire, côté allemand, c'est un changement total de logiciel. Total. Il faut le dire. Oui, mais on aimerait bien jusqu'à présent. Bien sûr, mais il faut voir d'où on part aussi. Il faut voir d'où on part. Aujourd'hui, le budget militaire allemand va être doublé. Les Allemands ont accepté de mettre en œuvre la facilité européenne pour la paix, c'est-à-dire la livraison d'armes de défense au peuple, aux Ukrainiens. Donc ça, c'est une avancée fondamentale. Et sur la question de la défense européenne, c'était souvent vu comme les enjeux de souveraineté. C'était vu comme une priorité française, très française, comme une lubie française. Et puis à la faveur du retrait des États-Unis, de la volonté de retrait des États-Unis des affaires du monde, notamment la crise afghane, eh bien, certains de nos partenaires européens ont commencé à changer, à se dire « Ah, effectivement, peut-être que le grand frère américain ne sera plus là, il faut qu'on s'organise entre nous et qu'on avance sur cette question de la défense européenne. » La défense européenne. On a aujourd'hui un fonds européen de défense. C'était un projet pilote en 2017. Depuis 2021, on a un fonds européen de défense doté de 8 milliards. 8 milliards, c'est beaucoup, et en même temps, c'est peu à la fois. Donc, il faut qu'on le renforce. Ça a été l'une des propositions du candidat Macron, renforcer ce fonds européen de défense. Et puis, travailler effectivement sur cette boussole stratégique. Moi, je dois vous dire que j'étais assez surprise quand le débat sur la boussole stratégique, il y a quelques mois, est arrivé de manière très concrète sur la table. Ça peut paraître surprenant qu'entre les 27, on n'ait pas de constat, de diagnostic partagé des menaces dans le monde et des... Pardon, je suis à 6,25. Oui. Excusez-moi. Donc, avancer sur la boussole stratégique également, et cette crise en Ukraine nous démontre que ces priorités portées par Emmanuel Macron sont absolument valides. Merci. Constance Le Grip. Même question. Valérie Pécresse, le 25 avril, préside à la fois la France et à la fois le Conseil de l'Union européenne. Vous mettez vos pas, elle met ses pas dans ce qui s'est fait jusqu'à présent. Finalement, c'est Macron, Pécresse, bonnet blanc, blanc bonnet. Tout d'abord, bonsoir à chacun et chacune, et ravi d'être parmi vous ce soir. Je crois que la France a
une place singulière et un rôle singulier à jouer. Il faut le rappeler, nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes membres fondateurs de l'Union européenne et nous sommes le seul État de l'Union européenne à détenir l'arme nucléaire. Donc cela donne forcément à notre pays, il faut que nous soyons en permanence conscients de cela et en permanence à la hauteur de cette responsabilité et de cette mission historique, un rôle et une place singulier à jouer et à tenir son rang, tenir ce rôle. Mais être singulier ne veut pas dire être solitaire. Et c'est bien là qu'il faut clairement garder tous ces efforts. Solidaire ou solitaire? Solitaire. D'accord. Je veux dire, être singulier ne veut pas, et porter une voix singulière ne veut pas dire porter une voix solitaire. Alors, Valérie Pécresse, élue présidente de la République le 25 avril au matin, elle fait bien sûr très rapidement le point sur le rapport de force et l'état d'avancée des troupes les unes par rapport aux autres. Peut-être serions-nous effectivement en situation de constater qu'un cessez-le-feu a pu entrer en vigueur. On fait le point très très rapidement aussi sur l'application réelle, concrète, opérationnelle, effective des sanctions. Vous avez un doute? Pardon ? Vous avez un doute? Eh bien, écoutez, un certain nombre de sanctions mettent du temps à être appliquées. Un certain nombre de pays au sein de l'Union sont plus ou moins intensément enthousiastes. Il y a la question également, il n'est plus membre de l'Union européenne, nous le savons bien, du Royaume-Uni. Il faut également voir avec le partenaire britannique. En l'occurrence, j'ai pas honte à parler de l'expression du partenaire britannique, que lui aussi applique les sanctions à l'égard du régime de Poutine. Là où vous avez un doute aussi. Il y a certainement moyen de continuer à mettre la pression et à voir exactement comment les choses sont faites et appliquées le 25 avril au matin. Et puis Valérie Pécresse... Vous rejoignez un peu Leïla Chabi sur ça, sur la transparence. Oui. Enfin, en tout cas, sur l'opérationnalité, l'efficacité et l'effectivité. Parce qu'une chose est de décréter des sanctions, une autre est de s'assurer que partout, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, on fait le point très précisément le 25 avril au matin. Est-ce que l'intégralité du système bancaire russe, par exemple, est concernée, est exclue de SWIFT? Est-ce qu'on est allé aussi loin qu'on le pouvait dans le gel d'un centre d'avoir, de possession, etc., etc. Donc tout ça, ça sera à faire dès le 25 avril au matin. Le 25 avril au matin, Valérie Pécresse, présidente de la République, fait effectivement également un très grand travail de persuasion et de conviction et de dialogue avec ses partenaires du Conseil, avec ses partenaires européens, pour ne pas attendre la mi-mai. Je rappelle qu'au sommet de Versailles, on nous a dit qu'un certain nombre de décisions historiques avaient été prises et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, etc., etc. Il n'a pas été décidé grand-chose par-delà des belles annonces et des grandes déclarations d'intention et un petit zeste d'auto-satisfaction de part et d'autre. Par exemple, il a été décidé, c'est le point 11 des conclusions du sommet de Versailles, que mandat a été donné à la Commission européenne en coopération avec l'Agence européenne de défense, de dresser d'ici à la mi-mai la liste très précise de nos déficits en investissement, en équipement militaire. Eh bien, Valérie Pécresse, présidente de la République, elle n'attend pas la mi-mai parce qu'en réalité, cette analyse très précise des déficits, des manquements, des failles que nous avons en termes de capacité, en termes d'équipement militaire, nous l'avons déjà. C'est le rapport annuel que fait l'Agence européenne de défense chaque année. Le rapport annuel de l'Agence européenne de défense de 2020 est extrêmement précis. Il pointe très précisément les 6 domaines d'action prioritaires dans lesquels il faut faire un saut capacitaire, un saut important. Et donc, on n'attend pas mi-mai. On a déjà perdu beaucoup de temps par rapport aux conclusions des conseils européens consacrés à la défense de novembre 2016, des conseils européens de la fin des années 90, etc. Donc, on met la pédale sur l'accélération pour clairement avancer dans le domaine, effectivement, de la constitution d'une véritable défense européenne. On discute également avec notre partenaire allemand. Oui, justement, est-ce qu'elle fait comme l'a fait Emmanuel Macron, comme l'a fait François Hollande? Est-ce que son premier voyage, très rapidement, c'est pour aller à Berlin voir le chancelier allemand? Bien sûr, le premier voyage d'un chef de l'État français, c'est Berlin. C'est l'affirmation concrète avec la rencontre, l'affirmation physique concrète en visibilité médiatique et politique immédiate pour l'ensemble des peuples européens, pour l'ensemble du monde, du partenariat entre la France et l'Allemagne. Mais nous posons clairement également, si je peux le dire, avec tout le respect et toute l'amitié que nous devons et aux autorités allemandes et au peuple allemand, la question de la solidarité et de l'envie d'avancer ensemble dans la constitution d'une véritable défense européenne. Nous avons déjà abordé tout à l'heure la question de l'augmentation sans précédent et que je soutiens et que je souligne avec l'importance qu'elle est du budget militaire qu'a décidé pour l'Allemagne le chancelier
Scholz, 100 milliards d'euros, c'est absolument considérable. Nous avons appris récemment que c'était effectivement plutôt vers les avions américains, F-35, que dans un premier temps, des achats allemands allaient être effectués. Alors, je ne suis pas en train de contester cela. Il faut le savoir que l'Allemagne n'ayant pas l'arme nucléaire, c'est assez normal, comme il s'agit de porter les armes nucléaires américaines, un certain nombre d'équipements nucléaires américains en Europe, qu'elle achète des avions américains. Mais par contre, on pose très rapidement la question de l'Eurodrone. On pose très rapidement et de l'achat du moteur qui va devoir équiper l'Eurodrone, sans qu'il y a quelques tentations, là ça devient compliqué. On pose très rapidement également la question à notre partenaire allemand du SCAF, l'avion de combat, parce que là clairement ça patine. Ça, c'est sûr. On prend du retard et donc là clairement ça fera partie des dossiers prioritaires, encore une fois, en matière d'équipement militaire. Il y aura des choses à mettre très rapidement sur la table avec du volontarisme, de la persévérance et beaucoup de force. Je voudrais quand même vous poser, il reste juste 15 secondes, ça fait pas beaucoup, la même question que aux autres intervenantes. Zelensky demande l'intégration dans l'Union européenne. Oui, non, est-ce qu'on le fait vite? Oui, il faut offrir une perspective européenne d'adhésion à l'Union européenne, à l'Ukraine, pardon. Pas à la Russie, peut-être pas quand même. Au régime, voilà. Peut-être pas tout au de suite. régime. Non, parce que je voulais parler de la Russie et je suis allée trop vite, comme je vois le temps passer, bien évidemment. L'Ukraine a tout à fait vocation à rejoindre l'Union européenne, pas selon une procédure accélérée qui n'existe pas et qui serait extrêmement difficile et juridiquement et politiquement à mettre en œuvre. Je rappelle que, d'ailleurs, moi, député européen en 2014, je l'avais voté, l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine, il prévoit déjà beaucoup de choses. Un volet économique, un volet commercial, un volet politique. Appliquons déjà l'intégralité des dispositions de cet accord d'association qui existe depuis 2014 entre l'Union européenne d'un côté et l'Ukraine. Et puis, avec la Russie, eh bien, nous verrons sur le long terme ce qu'il convient de faire une fois effectivement la guerre et l'invasion décidée par le régime de Poutine terminée, le cessez-le-feu établi. Il y aura certainement lieu de travailler, mais ça c'est une question de long terme, à intégrer, je dirais, et à construire les conditions d'une paix durable en Europe, sur notre continent. Et il faudra construire une architecture européenne de sécurité durable et solide. Merci. Mélanie Vogel, c'est à votre tour pour terminer ce premier débat. Et après, c'est vous qui commencerez le prochain. Même question. Yannick Jadot, le 25 avril, président des deux. Est-ce qu'il se met dans les pantoufles d'Emmanuel Macron ou est-ce qu'il change beaucoup de choses en matière de rétorsion vis-à-vis de Poutine, en matière de négociation sur une éventuelle paix ou cessez-le-feu? Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. En fait, depuis le début de la discussion, cette question, votre question m'interpelle un peu parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Si c'est se mettre dans les pas de l'Emmanuel Macron qui refuse de demander à Total de quitter la Russie, si c'est se mettre dans les pas de l'Emmanuel Macron qui refuse de pousser pour l'embargo sur le gaz et le pétrole russe, la réponse est non. Si c'est se mettre dans les pantoufles, vous avez dit, mais je crois qu'il se met quand même en chaussures, d'Emmanuel Macron pour ce qui est d'un volontarisme européen pour renforcer l'intégration européenne et amorcer la construction d'une défense européenne, la réponse est oui. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à répondre parce que il y a eu plusieurs Emmanuel Macron dans cette affaire aussi dans le passé. On a dit beaucoup les écologistes et on le répétera jamais assez. On voit la guerre en Ukraine a malheureusement, et moi je n'ai aucun plaisir à le dire, j'aimerais bien ne pas être dans la situation de dire ah gna gna gna, on vous l'avait bien dit, on avait raison. Malgré tout, cette guerre démontre que notre dépendance importante, structurelle aux énergies fossiles, nous met en danger pas seulement le climat et l'environnement, mais aussi la paix en Europe. Donc voilà, c'est difficile de répondre parce que je ne sais pas exactement quelles sont les pantoufles précises d'Emmanuel Macron. Mais alors concrètement, bon, j'ai vu ce que vous ne feriez pas, ou ce que vous auriez fait, mais qu'est-ce que vous ferez ? Donc le 25 avril, moi je vais pas me mettre dans la perspective forcément optimiste où on aurait, parce que je ne sais pas en fait où on en sera le 25 avril, donc j'imagine que ce serait maintenant. Maintenant, ce que porte Yannick Jadot en matière de renforcement des sanctions, c'est effectivement l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. Je rappelle que c'est 700 millions d'euros tous les jours qui permettent à Vladimir Poutine de financer la guerre. Certes, c'est pas la seule chose, mais c'est 700 millions d'euros que nous lui donnons en échange du gaz et du pétrole tous
tous les jours qui financent les chars. Mais on fait quoi avec les gens qui utilisent le gaz et le pétrole pour éventuellement se chauffer, pour éventuellement mettre dans le réservoir de leur voiture? On fait quoi? Vous avez sans doute eu connaissance du fait que tous les experts s'accordent à dire, y compris à l'intérieur de la Commission européenne, que le problème des stocks de gaz n'est pas pour là tout de suite. C'est à échelon pour l'hiver prochain. Donc, le plan... Ça, c'est le discours officiel, oui. Oui, effectivement. Je ne sais pas quel autre discours dit l'inverse, mais en tout cas, c'est le discours c'est les données que nous avons. Maintenant, effectivement, il faut préparer la sortie de la dépendance aux fossiles. Donc, il y a des mesures d'urgence. On sait qu'on peut, en réduisant de 10 à 15% la consommation d'énergie, mais je crois que c'est le thème plus tard. C'est le troisième thème. Oui, on est en train de manger le troisième thème. Sortir de la dépendance. Et il faut construire notre futur mix énergétique qui sera sans fossiles et sans gaz. Voilà. Alors, deuxième question, la même. Oui. Le président Zelensky demande à ce que son pays soit intégré très rapidement, même immédiatement, il insiste, dans l'Union européenne. Quelle est votre position? Donc, les écologistes ont toujours porté le fait qu'il fallait une perspective européenne à l'Ukraine, si l'Ukraine le souhaitait, et donc nous souhaitons que l'Ukraine puisse adhérer à terme à l'Union européenne. Maintenant, je rejoins ce qu'ont dit l'ensemble des intervenantes avant moi. Je pense que c'est pas raisonnable et pas sérieux de faire croire que ça pourrait être immédiat. C'est aussi la responsabilité de l'Union européenne du processus d'élargissement, qui est un processus sérieux, qui nécessite qu'on vérifie beaucoup de choses et qui nécessite, en fait, vous savez, le processus d'élargissement, c'est quand même quelque chose qui, en fait, pendant qu'il se passe, petit à petit, l'État candidat devient en fait membre de l'Union européenne, ce qui fait que le jour où l'État devient membre, en fait, il se passe rien parce que il a déjà intégré dans son droit national l'acquis communautaire, etc. Ça se fait pas en 2 secondes. Il faut pas, voilà. Donc ça prendra du temps, mais je suis favorable, Yannick Jadot aussi, au fait que nous actions très rapidement que l'Ukraine est candidate, ce qui démarre le processus, que ce processus soit fait de façon volontariste pour qu'il ne traîne pas, parce qu'on sait très bien qu'il y a des États qui peuvent faire traîner pendant très longtemps, alors qu'en fait on pourrait avancer. Voilà, donc il faut que ça aille le plus vite possible, mais que ça se fasse de façon sérieuse. Mais quel serait l'intérêt pour un écologiste d'intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne? Parce que l'Ukraine, bon, les énergies fossiles, ils adorent, le nucléaire, ils adorent. Les engrais, à mon avis, ils adorent aussi. Donc, quel alors est vous savez, l'intérêt? s'ils sont pas dans l'Union européenne, ils adoreront peut-être aussi, si ce n'est plus. Donc, nous, on croit beaucoup au fait que la démocratie européenne, ça sert à quelque chose, ça sert à prendre des décisions ensemble et on prend de meilleures décisions ensemble que séparément. Et donc, de toute façon, les pays qui rentrent ou qui rentrent pas dans l'Union européenne, ils restent là. Hein. Donc, avec leur politique énergétique, avec leurs décisions politiques, qui nous vont pas. Et en réalité, on a beaucoup plus de capacité à faire évoluer des positions quand les gens décident avec nous que quand ils décident tout seuls. Alors, dernière petite question, qui est quand même une grosse question, c'est l'Europe de la défense. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours? Est-ce qu'il y a une réelle avancée? Est-ce qu'elle était souhaitable? Ou est-ce que pour vous, l'Europe de la défense, ce sont des armes et donc c'est forcément négatif? Ça peut être que des armes et négatif. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite. On a toujours dit qu'on voulait une Europe de la défense qui serait un moyen d'avoir un bras armé d'une politique étrangère basée sur des objectifs politiques et des valeurs communes. Évidemment, jusqu'à présent, on a plutôt vu, avec le Fonds européen de la défense, finalement une façon d'assurer des débouchés commerciaux à l'industrie de l'armement, ce qui n'est pas du tout l'objectif que nous poursuivons. Oui. L'objectif que nous poursuivons, c'est d'avoir la capacité, d'avoir une autonomie stratégique. Ça ne veut pas dire par définition sans les États-Unis, mais ça veut dire que on ne sait pas ce qui peut se passer aux États-Unis. Hein. Trump a été élu aux États-Unis, voilà. Quelqu'un d'autre du même style pourrait être élu aussi. On a besoin d'avoir une autonomie. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas nos alliés, mais ça veut dire qu'on a besoin d'avoir les moyens de cette autonomie stratégique. Ça ne veut pas dire augmenter les dépenses militaires.
Nous, on n'est pas favorable à augmenter les dépenses militaires. Yannick Jadot porte le fait qu'on respecte la loi de programmation militaire en France. Et ça ne veut pas dire les augmenter au niveau européen, parce qu'on pense qu'en mutualisant, en arrêtant de produire 15 fois des trucs dans 27 pays qui servent à rien, et en les mutualisant, on dépensera au total moins. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce premier débat. Gardez le micro parce que on recommence dans l'autre sens. C'est vous encore, comme vous dites.